On est en 1989. Le mur de Berlin s'effondre. Et au milieu de cette euphorie, un politologue américain, Francis Fukuyama, lance une bombe. Il ne parle pas de la fin de la guerre froide, non. Il parle de la fin de l'histoire. Avec un grand H. C'est cette idée complètement folle et en même temps fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la question qui tue, l'histoire est-elle vraiment finie? C'est la provocation de Fukuyama. Mais attention, avant de crier au scandale, il y a un point absolument crucial à comprendre. C'est le piège dans lequel tout le monde tombe. Quand il parle de l'histoire, il ne parle pas de l'histoire de tous les jours, celle des journaux télévisés. Non, il parle de l'histoire avec un H majuscule. Donc, mettons les choses au clair. La fin de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus rien. Évidemment qu'il y aura encore des guerres, des élections, des innovations. Non, pour Fukuyama, l'histoire avec un grand H, c'est comme une grande épopée. C'est l'histoire de l'évolution de l'humanité qui cherche depuis des millénaires la meilleure façon de s'organiser, le système politique ultime. Et selon lui, en 1989, on avait enfin trouvé le point final de cette quête. Ok, si on accepte cette idée d'un grand voyage de l'humanité, quelle est la destination? Et surtout, qu'est-ce qui nous y pousse? Y a-t-il une sorte de moteur invisible qui guide toutes les civilisations vers le même but? Eh bien, pour Fukuyama, la réponse est oui. Ce n'est pas du tout un hasard. Il identifie deux grands moteurs, deux forces universelles qui, qu'on le veuille ou non, poussent toutes les sociétés dans la même direction. Le premier est très matériel, presque mécanique. Le second, beaucoup plus profond, lié à l'esprit humain. Allez, on commence par le premier, la science et l'économie. Ce premier moteur, c'est une force implacable, presque une loi de la physique sociale. C'est la logique de la science moderne et comment elle façonne nos sociétés. Pensez-y une seconde. La science, ça va toujours de l'avant. On ne peut pas désinventer la bombe atomique ou l'intelligence artificielle. C'est un processus cumulatif qui a une direction. Et ça a deux conséquences énormes. D'abord, militairement. Si un pays a des fusils et l'autre des lances, on sait qui gagne. Pour survivre, il faut suivre la technologie. Ensuite, économiquement. La science nous permet de dominer la nature, de créer plus de richesses, plus de confort. Et tout le monde veut ça. Donc toutes les sociétés, tôt ou tard, sont obligées de s'industrialiser, de se moderniser, juste pour rester dans la course. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette course à la modernité, elle n'est pas neutre politiquement. Elle avantage un certain type de système économique. Prenez l'URSS, super efficace pour produire des tonnes d'acier dans les années 50, pas de problème. Mais quand on entre dans l'ère de l'information, avec des ordinateurs, des réseaux, un système centralisé, lourd, incapable de s'adapter, il s'effondre. Pour gérer la complexité du monde moderne, il faut de la flexibilité, de la décentralisation, de l'innovation. Bref, il faut une économie de marché. Ce n'est pas juste une idée en l'air d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Plus un pays s'enrichit, plus il a de chances de devenir une démocratie. L'exemple de l'Espagne est frappant. Sous Franco, un de ses ministres avait dit un truc du genre « L'Espagne sera prête pour la démocratie quand on atteindra 2000 $ de PIB par habitant ». Eh bien devinez quoi? En 1975, au moment de la transition démocratique, le chiffre était de 2446 $. C'est quand même dingue, non? C'est quasi une prédiction autoréalisatrice. Ok, donc le développement économique nous pousse vers la démocratie. C'est une grosse partie de l'explication. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que l'argent explique vraiment pourquoi des étudiants se sont mis devant les chars sur la place Tiananmen? Non. Pour ça, il faut aller chercher plus loin dans le deuxième moteur de l'histoire. Ce deuxième moteur, il ne vient pas de la raison ou du calcul économique. Il vient de nos tripes. C'est quelque chose de profondément humain. C'est la lutte pour la reconnaissance, la quête de dignité. Pour mettre un mot dessus, Fukuyama ressort un vieux concept des Grecs, le thymos. Le thymos, c'est cette partie de l'âme qui exige la reconnaissance. C'est ce qui nous fait bouillir de rage quand on est traité injustement. C'est la fierté qu'on ressent quand notre valeur est reconnue. Ce n'est pas le désir de confort, ni la logique. C'est purement une question de dignité. C'est ce besoin d'être respecté en tant qu'être humain. Il y a une histoire géniale de l'écrivain tchèque Václav Havel qui illustre ça parfaitement. C'est l'histoire d'un primeur en Tchécoslovaquie communiste obligé de mettre dans sa vitrine une pancarte « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il le fait parce qu'il a peur des ennuis. Mais, dit Havel, ce primeur ne pourrait jamais mettre une pancarte qui dit « J'ai peur et je suis obéissant ». Pourquoi? Parce que ce serait admettre publiquement qu'il n'est qu'un lâche. Et ça, sa dignité, son thymos ne peut pas l'accepter. Il vaut plus que sa propre peur. Et voilà le lien. La lutte pour la démocratie, au fond, c'est ça. Ce n'est pas juste vouloir un meilleur salaire. C'est refuser d'être traité comme un enfant, comme un simple sujet ou un outil. C'est la revendication d'être reconnu comme un être humain à part entière, avec sa propre valeur et sa propre dignité. Bon, on a nos deux moteurs, l'économie et la quête de dignité. Mais
Est-ce que la démocratie libérale est vraiment la seule destination possible? Le XXe siècle a quand même proposé d'autres modèles, et pas des moindres. Fukuyama va dire que les alternatives se sont autodétruites. Prenons le fascisme. Son moteur, c'est la gloire par la guerre, la conquête. Mais qu'est-ce qu'il se passe en temps de paix? Le système perd sa raison d'être, il s'épuise. Et le communisme? Lui, son projet, c'était de créer un homme nouveau, de changer la nature humaine. Échec total. Non seulement ça n'a pas marché, mais économiquement, c'était une catastrophe. Et en plus, il niait la dignité individuelle. Au final, il ne reste que la démocratie libérale. Pourquoi? Parce que c'est le seul système qui coche les deux cases. Il apporte la prospérité grâce à l'économie de marché et il satisfait le besoin de reconnaissance avec les droits de l'homme. C'est donc ça le cœur de la thèse. La démocratie libérale serait le point d'arrivée de l'histoire parce qu'elle est la seule à répondre à nos deux besoins fondamentaux, le bien-être matériel et la reconnaissance de notre dignité. Fin de l'histoire, tout le monde est content? Eh bien, pas si vite. C'est là que Fukuyama introduit une dernière idée, beaucoup plus sombre et troublante. Parce que cette victoire, cette arrivée au bout du chemin, elle pourrait avoir un prix très élevé pour ce qui fait de nous des humains. Et pour nous alerter, Fukuyama ne va pas chercher n'importe qui. Il cite un Français, Alexis de Tocqueville, qui, déjà au XIXe siècle, avait vu le danger. Il avait peur d'un futur où un État-providence, doux et bienveillant, nous traiterait comme des enfants, nous donnant tout le confort possible, mais en nous enlevant toute ambition et toute grandeur. Cet être humain du futur, Fukuyama l'appelle le dernier homme, un concept qu'il emprunte au philosophe Nietzsche. Qui est-il, ce dernier homme? C'est nous, peut-être. C'est l'humain qui a tout, la sécurité, le confort, la santé. Mais justement, parce qu'il a tout, il n'a plus rien pour quoi se battre. Plus de grandes causes, plus de risques à prendre, plus de courage à démontrer. Il devient en quelque sorte un animal satisfait. Le paradoxe est terrible, le paradis sur Terre pourrait être incroyablement ennuyeux et déshumanisant. Imaginez ce monde après l'histoire. Il n'y a plus de grandes guerres à mener pour défendre des idéaux. Il n'y a plus de grandes batailles idéologiques à livrer. L'ambition, le courage, l'audace, tout ça est canalisé dans des choses plus petites. Monter une start-up, optimiser ses investissements. Le risque, c'est que les grandes vertus humaines, celles qui naissent dans la difficulté et l'adversité, finissent par s'éteindre, tout simplement parce qu'on n'en a plus besoin. Et c'est sur cette question finalement assez angoissante que Fukuyama nous laisse. Est-ce qu'un monde de sécurité et de confort absolu vaut la peine si on y perd le courage, l'ambition, la noblesse d'âme? Si la fin d'histoire est une cage dorée, a-t-on vraiment envie d'y entrer? C'est toute la question.